Au concours annuel de débat universitaire du Royaume-Uni, sous les feux des projecteurs, les jeunes représentants de 10 nations se tenaient sur scène. Lorsque ce fut le tour d'Éliane Leclerc, la jeune Canadienne, de prendre la parole, son adversaire britannique, un jeune homme du côté opposé, l'interrompit brusquement. D'une voix glaciale et dédaigneuse, il lança: quelqu'un d'un pays dont la plus grande contribution au monde est le sirop d'érable et des excuses polies veut nous parler de vision globale? Allez donc trouver votre propre identité avant de nous donner des leçons. Aussitôt des ricanements étouffés parcoururent la salle. Des chuchotements s'élevèrent. Certains regards se tournèrent vers Éliane, attendant une riposte, attendant qu'elle perde son sang-froid dans un éclat de colère. Mais elle ne fit rien de tel. Éliane resta silencieuse pendant 2 ou 3 secondes, son regard d'un calme imperturbable. Elle se retourna, prit un stylo sur la table, baissa la tête et écrivit une seule phrase sur une feuille de papier blanche. Une seule phrase. Sans explication, sans la moindre trace de colère dans sa réfutation. Une fois terminée, elle releva la tête et brandit la feuille en l'air. Le concurrent britannique, qui affichait encore une arrogance triomphante un instant plus tôt, fixa le papier. Son expression changea lentement, ses doigts se mirent à trembler légèrement. En moins de 30 secondes, il détacha son micro et quitta la scène en silence. La salle entière fut plongée dans un silence de mort pendant un instant, avant d'éclater en un tonnerre d'applaudissements assourdissants. Mais que pouvait-il bien y avoir d'écrit sur ce papier? Bien avant ce concours international de débat, Éliane savait qu'elle ne serait pas facilement acceptée. La compétition se déroulait au Royaume-Uni, dans le grand hall d'un collège ancien. Sur les murs de pierre étaient accrochés les blasons d'universités du monde entier, mais nulle part elle ne vit la feuille d'érable qui lui était si familière. Dans son formulaire d'inscription, elle avait écrit « Canada », mais en arrivant, son badge portait la mention imprimée « Destination touristique nord-américaine ». Elle se dirigea vers le bureau d'enregistrement pour demander une correction. L'employé se contenta de sourire et de dire « Le système est configuré ainsi, je ne peux rien changer ». Elle ne dit rien de plus. Elle retourna son badge et l'épingla à l'intérieur de son col, ne laissant apparaître que son nom. Elle était habituée depuis longtemps à cette forme d'effacement silencieux. À l'étranger, que ce soit dans les cercles académiques ou les espaces publics, elle devait toujours répondre en premier à la question qu'elle redoutait le plus « D'où venez-vous » Chaque fois, elle voulait répondre « du Canada ». Mais souvent, on lui rétorquait « Ah, le voisin poli des États-Unis, n'est-ce pas ?» Elle avait appris à sourire, appris à se taire. Parfois, elle demandait en retour « Faites-vous la différence entre l'Écosse et l'Angleterre ?» Mais la plupart du temps, elle gardait ses arguments pour ses discours et ses actions. Elle n'était pas venue pour se quereller, elle était venue pour gagner. C'était un concours de débat international de haut niveau pour la jeunesse. Chaque participant devait s'exprimer dans sa langue maternelle, tout en étant capable de comprendre couramment celle des autres. Elle était la seule concurrente à utiliser le français dans ce débat, et l'une des rares à venir d'un pays souvent relégué au second plan sur la scène mondiale. Le premier jour de la compétition, son adversaire était un étudiant en droit de France. Il se montra courtois et posé. Ils débattirent du sujet. Les médias sociaux devraient-ils avoir des limites à la liberté d'expression publique? Elle s'appuya sur des preuves et des études de cas d'Amérique du Nord, notamment sur les questions autochtones. Son rival la complimenta. « Votre perspective et vos arguments sont radicalement différents de ceux que nous, Européens, avons l'habitude d'entendre. Mais c'est précisément ce qui leur donne tant de poids. » Elle gagna et passa au tour suivant sous des applaudissements nourris. Au deuxième tour, elle affronta une doctorante en sociologie de l'Inde. Le sujet était « La mondialisation culturelle érode-t-elle les traditions locales ?» Son adversaire était volubile sur scène, tandis qu'Éliane adopta un style sobre, déconstruisant méthodiquement chaque argument. Elle conclut par une brève citation d'un poète québécois, ce qui lui valut l'admiration unanime du jury. Ce jour-là, un coach britannique s'approcha d'elle. Il lui sourit et l'avertit
Votre prochain adversaire ne sera pas aussi civilisé. Elle marqua une pause. L'homme lui tapota doucement l'épaule et s'éloigna. Son adversaire du troisième tour s'appelait Simon Thorne, un étudiant local, président du club de débat d'une université prestigieuse et une étoile montante déjà suivie par les médias. Quand Eliane l'aperçut en coulisses, il plaisantait avec un bénévole, parlant très vite avec un sous-entendu constant. La prochaine, j'ai entendu dire qu'elle vient des colonies. On est censé la traiter comme la représentante d'une puissance mondiale? Quelle imagination! Elle ne dit rien, se contentant de noter calmement les points clés du sujet de débat dans son carnet. Son adversaire lui jeta un regard et dit avec un sourire narquois « Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous malmener. Je réserve mes vrais débats pour les adversaires de pays développés. » Le moment venu de monter sur scène, le sujet fut annoncé. À l'ère de la mondialisation, les jeunes devraient-ils encore recevoir une éducation à la conscience nationale? L'atmosphère était tendue. Le jury était assis, calme et solennel. Dans l'audience, des observateurs de divers pays, professeurs, étudiants et des dizaines de journalistes. Elle s'était bien préparée. Son argumentation était claire. Durant les 5 premières minutes, elle expliqua avec assurance que l'identité nationale n'était pas un outil d'exclusion, mais une ancre de confiance culturelle. Elle parla de la manière dont les nations plus petites ou culturellement dominées pouvaient préserver leur identité au milieu de la culture mondiale. Elle parla de langue, de mémoire, de territoire et de valeurs. Les applaudissements ne furent pas minces. Ce fut au tour de Simon de parler. Au début, il se contenta de répliquer sarcastiquement aux études de cas qu'elle avait présentées, utilisant des anecdotes sur les tribus africaines de l'époque coloniale pour insinuer le statut du Canada aux yeux de l'Occident. Puis, il lança cette phrase. Quelqu'un d'un pays dont la plus grande contribution au monde est le sirop d'érable et des excuses polies veut nous parler de vision globale? Allez donc trouver votre propre identité avant de nous donner des leçons. Un silence glacial s'abattit sur la salle, non pas par surprise, mais par familiarité. La familiarité de l'arrogance issue d'une pensée eurocentriste. La familiarité de l'hostilité latente envers ceux qui ne sont pas du centre. La familiarité de l'utilisation de règles et de définitions pour tracer secrètement des lignes de démarcation. Certains étudiants internationaux se mirent à rire. C'était une réaction mêlant un sentiment de supériorité et de mépris. Eliane baissa la tête, tourna une page et resta silencieuse un instant. Elle ne se pressa pas de répondre. Elle savait que l'impulsivité était le pire ennemi dans un débat, et qu'une telle insulte ne faisait que démontrer que son adversaire la sous-estimait. Elle poursuivit son argumentation sans montrer la moindre émotion, mais en accentuant la fermeté de sa voix. Elle utilisa les mouvements de protestation survenus dans plusieurs pays ces dernières années, nés du rejet culturel, pour prouver qu'un sentiment d'identité niais laisse des cicatrices profondes aux générations futures. Elle cita les paroles de sa grand-mère. « Un nom ne sert pas à prouver ton existence. Ton nom est ton existence. » Elle ne mentionna plus le Canada, mais utilisa un vocabulaire riche pour faire résonner cette idée encore et encore. Le débat entra dans sa phase de confrontation. Simon attaqua avec acharnement, la bombardant de termes comme « identité fragile »,« satellite culturel des États-Unis »,« nation déchirée entre deux maîtres coloniaux ». Le jury dut le rappeler à l'ordre à plusieurs reprises, mais plus il parlait, plus il semblait convaincu de sa victoire imminente. Dans les 3 dernières minutes, elle cessa d'argumenter. Elle posa son micro, prit une feuille vierge au dos de sa carte de pointage et commença lentement à écrire une phrase. Elle écrivait lentement, mais avec une main ferme. Une fois terminée, elle se leva et brandit la feuille. En la voyant, le sourire de Simon se figea instantanément. Le public en bas ne pouvait pas lire les lettres sur le papier, mais il vit sa réaction. Il resta silencieux, le visage blême, la main tenant le micro tremblante. 5 secondes plus tard, il se tourna vers l'animateur et dit « Je me retire ». Sans donner la moindre explication, il tourna le dos et quitta la scène. Certains membres du jury avaient la bouche bée, incapables d'émettre un son. Eliane resta debout, la main droite tenant toujours le papier en l'air. 10 secondes plus tard,
la salle explosa en applaudissements. Les applaudissements les plus forts de toute la compétition. Elle descendit lentement de la scène, tendit le papier au jury et retourna à sa place sans dire un mot. Sur ce papier était écrit « Ne pas avoir de place ne signifie pas ne pas avoir de position. Vous ne voyez pas parce que vous choisissez de fermer les yeux. » How? Elle n'avait pas parlé de nation, n'avait brandi aucune étiquette, mais cette phrase, tranchante comme une lame, avait déchiré le voile d'une paix factice et rendu impossible pour quiconque de continuer à feindre l'ignorance. En coulisses, un membre du personnel murmura « Ça, c'est ce qu'on appelle un vrai débat. » Après être descendue de scène, Eliane ne regarda pas vers les sièges du public, ne prêta pas attention aux regards admiratifs du jury. Elle se rendit en coulisses, plia soigneusement le papier et le rangea dans son sac, comme on cache un passeport, dont l'importance est souvent négligée. Les applaudissements à l'extérieur continuaient de retentir. Sur l'écran en coulisses, la scène de l'instant était rejouée en boucle, l'image d'elle brandissant cette feuille de papier. L'équipe technique se pressait autour des écrans, regardant les données se rafraîchir sur les médias sociaux. Les publications et les commentaires affluaient comme un raz de marée. Mais elle ne regardait pas. Elle était assise sur une chaise, buvant de l'eau, le regard perdu dans le vide. 10 minutes après la fin de la compétition, quelqu'un téléchargea le clip où elle brandissait le papier avec la légende. La représentante canadienne ne répond pas à l'insulte, écrit une seule phrase, son adversaire se retire instantanément. En seulement 2 heures, la vidéo dépassa le million de vues. Le hashtag « Vous choisissez DeFermer-Lazio » devint rapidement une tendance sur plusieurs plateformes. Quelqu'un fit une capture d'écran du papier avec le texte. Le Canada n'a pas besoin de votre reconnaissance pour exister. On monta le son de l'insulte de son adversaire en parallèle avec l'image d'elle, immobile, brandissant le papier. Certains déterrèrent même de vieilles photos d'elle lors de compétitions précédentes avec la légende. Elle vient d'un endroit qu'on ignore, mais se tient sur la scène la plus exigeante du monde. La tempête avait commencé. Le lendemain matin, les nouvelles du matin de la BBC mentionnèrent spécialement ce débat. Une jeune Canadienne, interrogée sur la stabilité de son identité nationale, réplique avec une seule phrase et force son adversaire à abandonner sur scène. Elle n'a pas parlé de sa nation, mais a mis en lumière l'imposture d'une vision hégémonique. Ensuite, The Guardian, The New York Times, tous publièrent des analyses allant dans le même sens. Quand les images préfabriquées ne peuvent plus définir l'existence, la nouvelle génération utilise d'autres moyens pour inscrire son nom sur la carte du monde. Ce n'est pas un problème régional, mais une vérité universelle. Comment le monde fera-t-il face à ce qu'il refuse de reconnaître? Contrastant avec le silence de Simon, qui ferma ses comptes de médias sociaux et disparut pendant 2 jours complets, la conférence de presse prévue pour lui fut annulée. Les médias faisaient la queue pour interviewer Eliane, mais elle refusa tout. Elle n'expliqua rien et ne fit aucune déclaration de principe. Son professeur conseiller, la voyant lire tranquillement un livre à la bibliothèque, page après page, ne put s'empêcher de lui demander « Tu ne comptes pas t'expliquer un peu ?» Eliane se contenta de sourire et de répondre « Je ne suis pas en train de m'expliquer. » Je continue. Elle se préparait pour la finale. Pendant ce temps, la phrase sur ce papier commença à être citée dans divers milieux. Un correspondant étranger écrivit dans une chronique « Vous ne voyez pas parce que vous choisissez de fermer les yeux. Ce n'est pas seulement la situation du Canada, c'est une question posée à tout le système international. » Une stagiaire d'une organisation des droits de l'homme de l'ONU publia un message personnel. « Je n'ai jamais vu une riposte aussi glaciale et aussi tranchante. Elle a utilisé la langue comme une arme. » Un étudiant égyptien commenta « Je viens d'un bidonville, on m'a traité d'apatride. J'ai toujours pensé que si je n'avais pas de nom, je n'aurais pas de voix. Elle m'a montré qu'un nom ne nous est pas donné par les autres. » Eliane resta silencieuse, jusqu'au 3e jour où Simon apparut dans une émission. L'animateur lui demanda sans détour « Pourquoi vous êtes-vous retiré de la compétition ?» Simon répondit, le visage impassible, « Parce que j'ai dit quelque chose que je n'aurais pas dû dire sur cette scène. » L'animateur insista. « Quelle phrase ?» Il resta silencieux plusieurs secondes, puis dit «
Je pensais qu'une compétition internationale était bâtie sur des règles. Mais elle m'a fait réaliser que certaines personnes ne vivent pas selon les règles. L'animateur ajouta. Elle ne vous a même pas argumenté. Elle a juste écrit une phrase. Simon baissa la tête. Cette phrase était plus lourde que n'importe quelle réplique. L'animateur murmura. Ne pas avoir de place ne signifie pas ne pas avoir de position. Vous ne voyez pas parce que vous choisissez de fermer les yeux. Simon ferma les yeux. Elle a gagné. Et pas seulement le débat. Cette nuit-là, l'interview devint virale à son tour. Mais Eliane, elle, était en train de rédiger une lettre à son ancienne école, dans sa ville natale. Sur le bureau de sa résidence, elle préparait un rapport de son expérience pour l'envoyer à un cégep de Québec, là où, autrefois, on lui avait retiré des points lors d'un concours d'art oratoire parce que son français était teinté d'un accent trop local. Dans sa lettre, elle écrivit « Je n'ai pas gagné ce débat pour le Canada. J'ai simplement prouvé une chose. Nous n'existons pas parce qu'on nous reconnaît, mais parce que nous n'avons jamais disparu. C'est pourquoi nous devons être vus. » La veille de la finale, une concurrente des Pays-Bas s'approcha d'elle et lui demanda prudemment « Est-ce que tu vas encore écrire sur un papier? » Si c'était moi qui avais été attaqué, j'aurais perdu le contrôle. Eliane sourit et répondit « Je ne sais pas me battre, mais je sais laisser une trace. » La jeune femme ajouta « Quand je me tenais à côté de toi, j'avais l'impression que tu étais un pays tout entier. » Elle ne répondit pas, se contentant d'un léger hochement de tête. Le dernier jour de la compétition, le ciel était d'un gris maussade. Londres était sous une pluie fine. Eliane se tenait devant sa résidence, un parapluie dans une main, son sac dans l'autre. Son professeur conseiller accourut et lui tendit une feuille imprimée. L'annonce vient de tomber. Son expression était complexe. « Regarde ça. » Elle prit le papier. Des gouttes de pluie tombèrent sur les lettres, faisant baver l'encre. Elle parcourut rapidement le texte. Son regard ne changea pas, mais le bout de ses doigts serra légèrement le papier, le froissant. Finale. La présentation de questions relatives aux conflits politiques, à la nationalité et aux symboles nationaux est interdite. Elle comprit le sens de cette phrase. Et elle comprit que ce n'était pas la première fois. Mais cette fois, ce n'était pas pareil. Elle entra dans le lieu de la compétition. La salle était comble. L'équipe de diffusion était prête, les projecteurs braqués sur le centre de la scène. Le sujet du débat final était écrit sur un tableau noir. La jeunesse devrait-elle encore se battre pour sa nation? Quelle ironie! L'animateur annonça l'ordre de passage. Le concurrent américain commença. Il parla avec éloquence de responsabilité, de loyauté et du fait que la nation est ce qui vous donne tout. Son discours était empreint d'un patriotisme ardent et d'une confiance tout occidentale. Ce fut au tour d'Eliane. Elle se leva et se dirigea vers le pupitre. À cet instant, un silence total se fit dans la salle. Elle regarda le public en bas, regarda les observateurs diplomatiques assis au dernier rang du jury. L'un d'eux fronçait les sourcils, l'air grave. Elle s'éclaircit la voix et commença à parler doucement. Elle ne prononça pas le mot Canada. Elle ne brandit aucun drapeau, ne cria aucun slogan. Elle raconta simplement une histoire. J'ai grandi dans un endroit dont vous avez peu être entendu parler, mais seulement aux nouvelles, car on en parle presque toujours en des termes négatifs. J'ai appris 2 langues depuis mon enfance. À l'école, quand nous lisions nos leçons, nous devions le faire avec un accent standard. Sinon, on nous enlevait des points. Mais ma grand-mère, elle, ne parlait que cette langue non standard. Et chaque fois que je l'imitais, mes professeurs me corrigeaient. Elle s'arrêta un instant, son regard balayant la salle. Cette année-là, j'avais 7 ans. J'ai commencé à penser que la langue qu'elle parlait était incorrecte, qu'elle était une erreur qui méritait d'être corrigée. Ce n'est qu'en grandissant que j'ai compris qu'en réalité, elle parlait simplement de la manière qui lui avait permis de survivre. Ce qu'on m'enseignait, c'était seulement une technique pour effacer sa voix. Le public ne riait pas, ne bougeait pas. Elle continua. Puis je suis venue concourir ici. On m'a dit que l'endroit d'où je viens n'a que des problèmes internes et ne devrait pas parler de vision globale. Je ne lui ai pas répondu.
Mais j'aimerais lui dire une chose. Elle s'arrêta, regardant le délégué assis au dernier rang. La seule chose qui vaille vraiment la peine qu'on se batte pour elle dans ce monde, ce n'est pas une nation. C'est que lorsque vous dites « je viens d'ici », où que soit cet ici, personne ne vienne vous interrompre, vous nier ou vous forcer à l'effacer. Certains membres du jury commencèrent à prendre des notes. D'autres la regardaient avec une intensité nouvelle. Même l'observateur diplomatique, au visage initialement impassible, hocha légèrement la tête. Elle n'utilisa pas un seul argument de réfutation, pas un seul terme politique. Dans les 30 dernières secondes, elle prit une profonde inspiration et sortit lentement le papier froissé de l'intérieur de sa veste. C'était le même papier qu'elle avait écrit le jour où Simon s'était retiré. Elle le déplia, le brandit, puis le posa fermement au centre du pupitre. Ceci était une carte de pointage vierge. Le premier jour du concours, j'y ai écrit une phrase. Elle marqua une pause. Mais aujourd'hui, je ne veux plus qu'elle n'appartienne qu'à une seule personne. Elle sortit une autre feuille de sa poche et y écrivit une nouvelle phrase. Elle la leva bien haut. La salle était silencieuse. Un nom peut être réduit au silence, mais il ne sera jamais oublié. Pas de drapeau, pas de slogan crié, pas de symbole. Mais à cet instant, tout le monde comprit d'où elle venait. Et tout le monde comprit ce qu'elle représentait. Certains membres du jury avaient les yeux rouges. D'autres baissèrent la tête, pensifs. Les applaudissements commencèrent depuis le coin le plus éloigné, puis se propagèrent pour envahir toute la salle. La compétition était terminée. Eliane ne resta pas pour les interviews et n'apparut pas à la cérémonie de remise des prix. Elle traversa les coulisses, passa à travers la foule, prit son sac et quitta les lieux. À peine sortie, un étudiant britannique local accourut et lui tendit un carnet. « Pourriez-vous écrire quelque chose pour moi, s'il vous plaît ?» Elle prit le stylo et écrivit sur la première page. « Je n'ai pas besoin qu'on me représente, ni que vous m'autorisiez à exister. » Elle signa son nom, Eliane Leclerc, et lui rendit le carnet avant de disparaître sous la pluie. 3 jours plus tard, les vidéos de ce débat étaient rediffusées par les médias internationaux. Les grands titres ne mentionnaient jamais le Canada, n'écrivaient pas sur son pays. Mais dans les sections de commentaires, la même phrase revenait sans cesse. Elle n'a pas parlé de sa nation, mais elle nous a fait retenir son nom. Arkaxing. Les 2 phrases sur les 2 feuilles de papier furent traduites dans plus d'une douzaine de langues, imprimées sur des affiches de campagne de jeunes, dans des manuels pédagogiques et sur les couvertures des forums de la jeunesse des Nations unies. Quant à son discours de ce jour-là, il fut plus tard inclus dans les manuels de pragmatique des universités internationales sous le chapitre intitulé « Ceux qui choisissent de fermer les yeux » Han Tikhan. Le jour de son retour au Canada, à l'aéroport Jean-Lesage de Québec, au petit matin, il n'y avait pas de comité d'accueil. Seule sa mère l'attendait à la sortie. Sa mère sourit et lui demanda « Cette fois, tu as pu le dire, ma fille ?» Elle hocha doucement la tête. Sa mère demanda encore « Et ils ont compris ?» Elle baissa la tête en souriant. « Ils ont vu, maman. » Elle n'avait pas crié, ne s'était pas justifiée et n'avait pas essayé de prouver qui avait tort ou raison. Elle était simplement montée sur scène, et avec 2 feuilles de papier et 2 phrases, elle avait permis au monde entier de voir un nom longtemps obscurci. Elle venait d'un pays perçu comme ayant uniquement des problèmes internes, mais elle avait forcé une puissance sûre d'elle à se taire et à écouter. Aucun drapeau national n'avait flotté fièrement lors de l'événement, mais par ses actions, elle avait dit à tous que toute existence n'a pas besoin d'attendre votre approbation pour se manifester. Vous choisissez de fermer les yeux. Cela ne veut pas dire que nous avons disparu. Vous méprisez nos problèmes. Cela ne peut nous empêcher de monter sur la scène mondiale. Elle n'a pas seulement gagné une compétition, mais la dignité de milliers, de dizaines de milliers de personnes rejetées. Si vous aussi, vous avez été opprimés, effacés, rejetés, alors dites-leur simplement « Nous sommes toujours là. Nous avons un nom. Et nous n'attendons personne pour nous définir. »